C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le jour d'après au Tchad, la situation est calme et l'inquiétude demeure au lendemain de l'annonce de la mort du président Idriss Déby. Son fils Mahamat Idriss Déby est le nouvel homme fort du pays. Il prend la tête d'une junte militaire. L'opposition dénonce cette transition hors cadre constitutionnel. Nous serons à N'Djamena dans ce journal. Cette attaque d'un camp militaire en Côte d'Ivoire, elle a été menée par des hommes armés non identifiés. Un assaut mystérieux qui intervient 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord du pays. Les précisions de notre correspondant dans un instant. Et puis le classement mondial de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. De nombreux pays du continent font figure de mauvais élèves. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Rwanda, 156e au classement. Dans le pays, les journalistes tentent de trouver de nouveaux moyens pour échapper à la censure et à la répression. Reportage à suivre. Calme et inquiétude, ce sont les deux mots qui résument le mieux l'atmosphère au Tchad ce mercredi. Au lendemain de l'annonce de la mort du président Idriss Déby, c'est son fils Mahamat Déby qui a pris la tête de la transition. Une partie de l'opposition dénonce une transition en dehors du cadre constitutionnel. D'autres appellent à l'union nationale. La correspondance à N'Djamena de Khadija Douga. Au lendemain de l'annonce choc du décès du président tchadien Idriss Déby Itno, la vie a aujourd'hui repris son cours normal à N'Djamena, mais les Tchadiens vivent véritablement dans la psychose. Le moindre bruit ici fait bondir les populations. Les Tchadiens semblent craindre une escalade des violences dans la capitale. Ici, le conseil militaire de transition qui a été mis en place depuis hier ne fait absolument pas l'unanimité. Deux camps semblent d'ailleurs s'affronter sur le sujet, avec d'un côté la société civile et une trentaine de leaders de l'opposition qui demandent ici une transition qui se fera uniquement par les civils et parlent d'ailleurs de coup d'État opéré par l'armée. De l'autre côté, certains croient farouchement que le pays ne pourrait en aucun cas être dirigé par une figure autre que militaire. Ici, certains nous ont même confié, je cite, que le pays ne peut être dirigé que par un homme fort. Du côté des leaders de l'opposition, on en appelle à l'unité nationale. La question du Conseil militaire de transition est une question qui, de mon point de vue, n'est pas la priorité. La priorité, je l'ai rappelé, c'est le consensus au sein du peuple tchadien, au sein des acteurs politiques, de la classe politique, de la société civile, pour garantir la stabilité et la paix. Les Tchadiens ont là un défi à relever. Quand tous les Tchadiens se mettent ensemble pour relever un défi, ils le font, ils le réussissent. Et je suis certain que ce défi-là, nous allons le relever. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de régler nos problèmes au fond et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de divergence à caractère tribal, régional, religieux ou de quelque consonance négative que ce soit. Le conseil militaire mis en place pour une période de 18 mois a d'ailleurs publié une charte censée remplacer la Constitution, octroyant ici les pleins pouvoirs au fils du défunt président Mahamat Déby. Le nouvel homme fort du pays a d'ailleurs reçu ce matin en audience plusieurs personnalités diplomatiques et politiques en vue d'instaurer un dialogue politique. Il a tenu à rassurer et a d'ailleurs déclaré que le conseil militaire n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Et puis sachez que les frontières aériennes et terrestres fermées mardi après l'annonce de la mort du président sont de nouveau ouvertes. Notez d'ailleurs que le chef de l'État Emmanuel Macron se rendra aux obsèques nationales organisées en hommage au président Idriss Déby. Ça sera vendredi. Cette attaque en Côte d'Ivoire, un camp militaire a été la cible d'hommes armés non identifiés dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan. Le bilan fait état de 3 morts parmi les assaillants et un soldat blessé. On ne connaît ni le mobile ni les auteurs de cet acte qui intervient 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord du pays. Les précisions de notre correspondante Aïs Brook. L'attaque a eu lieu la nuit dernière dans la banlieue nord d'Abidjan, dans la commune d'Abobo, contre un camp militaire de l'armée ivoirienne. Bilan selon l'état-major ivoirien, 3 décès et 1 blessé du côté des assaillants et seulement 1 blessé léger du côté de l'armée ivoirienne. Mais le calme serait revenu. L'armée ratisse la zone et appelle la population au calme. La population dans cette zone densément peuplée, elle appelle la population à vaquer à ses occupations. L'attaque n'a pas été revendiquée, elle n'a pas été non plus attribuée à qui que ce soit par l'armée ivoirienne.
Pour rappel, le 29 mars dernier, il y avait eu 2 attaques simultanées dans le nord du pays qui avaient fait 6 morts, dont 3 du côté des assaillants. Et l'année dernière, en juin de l'année dernière, il y avait eu une autre attaque contre une base militaire dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, qui avait fait 14 décès dans les rangs de l'armée ivoirienne. Les 2 attaques qui avaient eu lieu dans le nord du pays avaient été attribuées par l'armée ivoirienne aux terroristes djihadistes qui opèrent dans la zone, notamment dans les pays voisins que sont le Burkina Faso et le Mali. Mais l'armée ivoirienne n'a pas attribué cette attaque qui a eu lieu ici à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Mais l'armée ivoirienne est en état d'alerte maximale. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en Algérie, 8 membres de l'association SOS Bab el-Oued ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient dans le cadre du Hirak. Motif invoqué, activité subversive financée par une représentation diplomatique à Alger d'un grand pays étranger. L'association algérienne de défense des droits de l'homme a dénoncé ces arrestations et appelé à la libération des détenus. Cette nouvelle arrestation en République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption, il s'agit de Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement. Il a été arrêté mardi soir pour détournement de fonds. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption, cheval de bataille du président Félix Tshisekedi. La participation de la France au dispositif COVAX, Paris compte donner en avril à des pays africains environ 100 000 doses de vaccins AstraZeneca, puis leur en livrer 500 000 en tout d'ici mi-juin. Ces doses flaconnées en Italie font partie du mécanisme européen de partage de doses avec COVAX. Reporters sans frontières a publié son classement annuel mondial de la liberté de la presse. Sur le continent, la situation est toujours très critique dans de nombreux pays. Parmi les mauvais élèves, l'Érythrée classée 180e sur 180, mais aussi l'Algérie classée 146e. Mais ce soir, on va s'intéresser au Rwanda. Le pays est classé 156e. Les journalistes ont dû trouver des subterfuges pour échapper à la surveillance du pouvoir. La plateforme YouTube est devenue un espace de liberté d'expression. Sur Real Talk ou Pax TV, on accueille des politiques de tous bords, même des opposants comme Victoire Ingabire. Pourtant, cet espace est de plus en plus réprimé. Un récent rapport de Human Rights Watch pointe du doigt des arrestations et des menaces à l'encontre de ceux qui s'expriment sur l'actualité sur les réseaux sociaux. Reportage de notre correspondant Simon Wolfart. Chers téléspectateurs de Pax TV, nous vous saluons et aujourd'hui nous sommes avec le docteur Kamba Christophe. C'est un nouveau politicien ici au Rwanda. John Williams Nwali est journaliste sur YouTube. Sur sa chaîne, il n'hésite pas à réaliser des interviews qui fâchent. Ici au Rwanda, les opposants, je le disais, ne sont pas bien accueillis dans les médias classiques. Ils ne sont même pas du tout accueillis. Quand nous parlons à des opposants politiques ou à des gens qui veulent du changement socio-politique et économique ici au Rwanda, souvent le gouvernement rwandais nous considère comme ennemis de l'État. Le journaliste assume sa liberté de ton. Mais cela n'est parfois pas sans conséquence. Il dit avoir quitté le pays en 2014 par peur des représailles des autorités à la suite d'un reportage. S'il travaille aujourd'hui avec une carte de presse, ce n'est pas le cas de tous les youtubeurs. Pour la commission rwandaise des médias, certains de ces reporters sur les réseaux sociaux ne respectent pas les règles de déontologie de la profession. Il y a par exemple la violation de la vie privée, il y a la diffamation. C'est surtout ces types d'abus qui sont commis par les utilisateurs de YouTube. Le consommateur de l'information ne sait pas faire la distinction entre le produit d'un professionnel et le produit d'un amateur. Pour certaines ONG, ces journalistes youtubeurs sont dans une zone grise du droit rwandais. We have had bloggers being summoned. Certains blogueurs et youtubeurs se sont retrouvés convoqués par le bureau d'enquête du Rwanda à devoir s'expliquer sur certaines de leurs publications. Encore une fois, dans ce système, c'est assez compliqué car le statut de youtubeur n'est pas entièrement protégé par la loi. D'après Human Rights Watch, au moins 8 youtubeurs couvrant l'actualité au Rwanda auraient été menacés, arrêtés ou traduits en justice entre 2020 et début 2021.
Pour finir, on fait un petit crochet au Sénégal où des centaines de villageois déplacés par le conflit en Casamance ont pu enfin rentrer chez eux. Ces retours ont été rendus possibles par une opération menée avec succès par l'armée sénégalaise ces derniers mois. Elle a permis de reprendre des bastions aux indépendantistes. Notre correspondant Eliman Dao est allé à la rencontre de ces villageois. Reportage. C'est un nouveau départ pour Bissine. Ce village, isolé pendant près de 30 ans, est totalement à reconstruire. Avec le soutien de l'État, les habitants, privés d'eau et d'électricité, essayent de s'organiser. On est obligé de vivre comme ça, faire des huttes provisoires. Et ensuite, dans les rizières, on a creusé un petit point d'eau là-bas que l'on puise pour satisfaire nos besoins. Malamine s'est réinstallé à Bissine avec plusieurs dizaines de familles. Tous savourent le moindre moment passé sur la terre de leurs ancêtres. Beaucoup n'imaginaient pas pouvoir revenir un jour. On attendait ça pendant 28 ans. Donc, et Dieu a répondu à notre appel. Aujourd'hui, nous sommes là. On passe la nuit à la belle étoile sans être inquiétés du tout. Plus d'une dizaine d'autres villages sont concernés par l'opération de retour sur les terres libérées par l'armée sénégalaise. Leurs habitants ont pour la plupart trouvé refuge à Ziguinchor, la plus importante ville de la Casamance. C'est le cas d'Ansoumana Mendy. Sincèrement, on est content de repartir et regagner, et surtout aller renettoyer les tombes de nos parents. Ça, c'est un grand plaisir pour nous. Les populations déplacées sont pour la plupart des agriculteurs. Ils espèrent retrouver leur rizière, mais il faudra patienter, selon le maire de la commune qui accueille l'essentiel des villages libérés. C'est des terres qui sont restées 28 ans sans exploitation. Donc il va sans dire que la forêt est complètement revenue. On va quand même de façon, disons, lente mais très sûre, pour permettre quand même aux communautés-là de pouvoir exploiter leurs terres. À terme, ce sont des dizaines de milliers de déplacés de guerre à travers toute la Casamance qui espèrent retrouver leur village d'origine. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.